qu'est-ce que ça implique pour vous, Implementation Research? J'ai beaucoup compté sur le premier orateur de vous donner, à mon avis, une partie plutôt théorique aussi sur c'est quoi cette Implementation Research. Pardon, parce que je pense que j'ai eu l'impression que ces deux talks au début, ça implique un peu les deux côtés. La recherche, comment je peux amener une recherche vers une implémentation. Et la partie, moi, j'ai essayé un peu plus de mentionner dans mes diapos, c'est quels sont des tools, qu'est-ce que je fais vraiment en pratique pour réussir que la recherche que je fais passe vers une implémentation dans un système de santé, dans un système de soins. Parce que je pense là, on est surtout dans un contexte santé. Comme vous avez dit, Bruno, ça c'est plutôt dans un contexte santé publique, mais peut-être pas que. Mais en tout cas, on parle d'une recherche qui doit amener peut-être à un diagnostic, à une amélioration d'un soin. Donc, c'est la raison aussi pourquoi moi j'ai pensé que ça peut être utile de parler de la médecine personnalisée. C'est parce que moi, c'est une thématique dans laquelle moi je travaille à l'ANR. Et en plus, parce que je pense que c'est un bon exemple exactement où on tourne beaucoup autour de cette question, comment on peut réussir une implémentation d'une approche dans un système de santé, dans un système de soins. Bon, mon premier diapo est plutôt quelque chose sur la théorie. Donc, qu'est-ce que c'est Implementation Research? Et vraiment, la recherche là-dessus, c'est quels sont les obstacles, les barrières pour mettre en application une recherche, une approche que j'ai développée. Donc, de réfléchir quand je commence de développer quelque chose, de réfléchir sur une question d'une certaine maladie. Si je veux faire la recherche là-dessus, quelles sont les barrières pour aller vers une implémentation des résultats de ma recherche? Donc, ça c'est, je pense, vraiment une question qu'il faut se poser au début, le moment où on commence une recherche, pour être sûr qu'on ne fasse pas juste une recherche sur une thématique intéressante, mais aussi pourquoi je fais la recherche. Est-ce qu'il y a une importance derrière, un besoin pour un patient, pour un citoyen? Est-ce que ça peut aider d'améliorer un processus diagnostique, un soin lui-même? Peut-être est-ce que je peux aller vers une prévention dans quelque chose d'encore plus global pour un système de santé? Donc, de faire toutes ces réflexions au début d'une recherche, ça aide d'aller vraiment vers une implémentation de l'approche que j'ai développée pendant ce processus. Donc, le but est vraiment que la recherche que je fais ait vraiment un impact sur un système de santé, sur le soin donné à un patient ou d'améliorer déjà un système de santé aussi pour les citoyens, les personnes qui ne sont pas encore malades. Donc, sur une côté, c'est la théorie, mais quels sont les outils pour y arriver, pour avoir vraiment une implémentation de ma recherche dans un système de soins? Et là, je pense que la première chose, il faut comprendre que ce n'est pas un processus linéaire. Donc, souvent, on a une question sur, par exemple, une certaine maladie, une question de recherche. On commence la recherche lui-même, on passe vers un clinical setting et après aussi vraiment vers une translation vers le patient. Mais le processus n'est pas linéaire comme il est affiché, mais il est plutôt circulaire. Donc, tout ce qu'on a mis vers une application vers un patient doit aussi revenir comme une analyse comme des lessons learned aussi, encore une fois vers la recherche. J'espère que vous voyez quand même pas mal qu'est-ce que ça veut dire dans le diapo. Donc,
C'est très important qu'il y a tout le temps des réflexions pendant le temps où une recherche est amenée, un processus est mis en application. Il est tout le temps, c'est tout le temps réfléchi. Est-ce que c'est vraiment le bon processus? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut améliorer? Mais même, est-ce que je peux passer d'un simple test diagnostique vers un traitement ou aussi vers une prévention si on reste, par exemple, dans la médecine personnalisée, c'est une question qu'on se pose beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Je pense, surtout pour les chercheurs, c'est une question qui se pose souvent. On n'a souvent pas les résultats de notre recherche aussi. On a rarement un feedback. Une fois une approche est implémentée, est-ce qu'il marche bien? Est-ce qu'il y a peut-être des choses à améliorer? C'est même une question de communication qui se pose ici souvent. Bien. Donc, ça c'est une message clé que j'aimerais bien vous donner. Vraiment, une des messages les plus importantes, je pense, de moi à vous, c'est si on veut avoir une implémentation de ma recherche, il faut inclure depuis les débuts, depuis la construction d'un projet, d'une idée, développement d'une approche, il faut impliquer toutes les personnes importantes qui sont concernées par ce processus dans les réflexions. Ça commence avec le patient, de bien comprendre c'est quoi en fait le besoin du patient. Pourquoi je veux faire cette recherche? C'est quoi la maladie? Donc, pas que le mécanisme, mais c'est quoi le besoin vraiment pour le patient? Après, c'est une question de bien réfléchir sur tous les aspects économiques, pas vraiment de la recherche humaine, mais si l'approche est développée, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut implémenter? Par exemple, il y a un exemple qui tourne souvent dans ma tête, c'est en Allemagne, ils ont implémenté, ils ont eu des brevets pour un traitement des cancers du cerveau avec des heavy ions. Cette machine, elle est très efficace, mais elle n'est pas assez rapide en termes de turnover pour avoir assez de patients, par exemple, par an. Et la machine elle-même, elle coûte assez cher aussi, je pense, en termes d'énergie. Donc, il y a des centres qui ont simplement arrêté le traitement avec cette machine, même si cette machine, elle peut sauver des vies, parce qu'elle n'est pas rentable. Donc, ça, c'est malheureusement une chose, il faut réfléchir au début quand on commence une recherche et le développement par exemple d'un traitement. Est-ce que c'est économique? Est-ce qu'un système de soins va adopter ce système? Ça implique aussi d'avoir tout ce qui est réglementation très tôt dans les réflexions. C'est aussi très utile d'avoir soit quelqu'un du secteur privé dans le consortium ou d'avoir quelqu'un qui a ses compétences pour aller vers le marché. Aussi, bien sûr, mais pour vous, peut-être ça, c'est pas quelque chose que j'ai besoin d'expliquer, d'avoir tout ce qui est clinicien, des personnes qui vraiment sont impliquées dans un process du soin, dans le projet aussi pour comprendre bien le processus du soin et l'échange avec les patients est très important d'impliquer très tôt tout ce qui est autour de policy parce que ça c'est vraiment une question qui est importante pour l'implémentation, sur la réglementation, de mettre un système, de changer un système de soins. C'est très important de convaincre tous les responsables qui sont impliqués dans le policy où est vraiment le bénéfice pour les citoyens et pour les patients. C'est très important, c'est quelque chose que je vais répéter pas mal pendant ma présentation, désolée déjà pour ça, mais je pense que c'est très important pour avoir une implémentation de votre recherche dans le temps. Ici, j'ai déjà vu que Nick, j'espère qu'il va nous rejoindre, il a peut-être plus des éléments. Bien sûr, il y a aussi des aspects techniques qui sont très importants à respecter et qui sont souvent pas assez respectés pendant
le moment où on fait le travail, mais qui sont très importants pour avoir cette implémentation de notre recherche, de bien réfléchir comment je vais, en termes de technique, préparer ma recherche. Est-ce que les résultats sont, je peux le reproduire, les résultats? Est-ce que le modèle préclinique est bien choisi? Est-ce que la façon dont je développe mon étude clinique est bien amenée? Est-ce que l'approche est validée? Est-ce qu'il y a des difficultés dans la... Est-ce que vous avez assez fait de communication aussi pour faire comprendre pourquoi le processus que vous êtes en train de développer est assez important pour aussi convaincre tout ce qui est policy ou aussi des systèmes de soins d'implémenter ce processus. Et bien sûr, tout ce qui est clinique, est-ce que le besoin pour le patient ou pour le citoyen est assez développé, assez bien compris et expliqué? Donc, et je ne suis pas allée encore dans tout ce qui est données, data, et de bien développer des datasets qui sont partageables, peut-être aussi qui sont homogènes et qui peuvent être, qui sont fiables pour convaincre que la recherche ou les résultats de votre recherche peuvent amener vers une implémentation dans un système de soins. Donc, j'espère ici que Nick va élaborer un peu plus ce point parce que moi, je me suis plutôt concentrée sur un autre, sur des autres aspects. Donc, pour vous raconter aussi un peu, ou pour le mettre dans le contexte de mon travail, parce que ça fait aussi, toutes ces réflexions font aussi partie de mon propre, de mes journées de travail, même si je ne suis pas directement dans la recherche. On travaille dans 2 programmes en médecine personnalisée. Le premier, c'est ICPermet, le consortium international en médecine personnalisée. C'est plutôt une stratégie ou une structure stratégique, une plateforme où les ministères, les agences de financement se réunissent pour discuter sur les stratégies pour la médecine personnalisée, comment on peut amener les résultats de la recherche vers une implémentation, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider la recherche dans cette thématique. Et après, on travaille aussi dans la partie financement de la recherche. Ça, c'est ERA-Permed. C'est un programme de financement, un ERA-Net, où on travaille en international, donc avec beaucoup d'autres agences de financement pour financer des projets transnationaux dans la... Donc, je vais aller plus en détail dans ces 2 programmes plus tard. Mais la chose qu'on a développée et qu'on a publié aussi dans les documents de stratégie et dans la médecine personnalisée, on a pu déjà montrer que si vous voulez faire d'innovation dans cette thématique, développer de nouvelles approches qui ont un haut potentiel d'aller vers une implémentation de la recherche dans un système de soins, il faut inclure toutes les personnes différentes autour de la même table, comme j'ai déjà mentionné, au début du projet. Ça implique les citoyens et les patients, tout ce qui est autour de data et ICT, la recherche préclinique mais aussi clinique, tout ce qui est partie privée et aussi tout ce qui est policy. Donc ça c'est par exemple bien montré dans cette image. Donc, pourquoi impliquer toutes les personnes différentes? Parce que chacun vient avec son propre point de vue, avec ses propres expériences, pour bien comprendre les mécanismes de la maladie, aussi pour développer des bons modèles autour de cette maladie et aussi autour, par exemple, de l'application de la drogue, du développement de la maladie.
Tout ce qui est data et ICT pour ne pas avoir juste un bon set de données, des bonnes statistiques, mais aussi d'avoir les outils pour les bien intégrer, pour les bien analyser. Bien sûr, tout ce qui est toute la partie clinique, peut-être il y a certains points qui sont moins importants pour l'environnement dans lequel vous êtes, mais c'est très important d'avoir toute la partie légale, aussi éthique et économique si possible, peut-être par exemple par un partenaire privé aussi impliqué dans vos réflexions et comme j'ai déjà dit, surtout le patient aussi et si possible, tout ce qui est réglementation aussi directement au début. Et surtout le dernier, ça demande surtout une question de communication qui est très important pour augmenter la compréhensibilité pour que les gens comprennent pourquoi vous faites cette recherche. Pourquoi déjà c'est important d'y fournir des financements. De très tôt expliquer pourquoi c'est important pour tout ce qui est policy d'y développer pour cette thématique des réglementations. Et il faut tout de suite commencer le dialogue entre tous les parties différentes, comme j'ai déjà mentionné, surtout les citoyens et les patients. Et ici, j'aimerais bien souligner pourquoi celle-ci est assez important. Et comment ça peut vous donner aussi un prévalu pour votre projet. Donc, un patient, un citoyen peut vous donner une perspective différente sur votre recherche et sur la question de votre recherche. De ses propres expériences. Par exemple, si vous prenez un patient, il peut vous vraiment donner c'est quoi ses problèmes et où il a besoin d'aide aussi en termes de peut-être traitement ou aide pour sa maladie. Un patient et aussi le public va vous aider surtout d'utiliser une langue qui est compréhensible, pas juste pour convaincre le public, par exemple de participer dans votre étude, mais surtout aussi, même si vous parlez avec quelqu'un du ministère, ça aide si vous utilisez des bons mots pour bien montrer pourquoi votre recherche est importante. Et si vous voulez, par exemple, en long terme, un changement de réglementation, par exemple pour une certaine maladie, pour un soin vers une prévention, par exemple, ou un remboursement, là, il faut vraiment trouver la bonne approche pour traduire votre recherche avec les bons mots. Et ici, les patients et les gens qui ne sont pas forcément des chercheurs, par exemple, peuvent beaucoup aider ici. Donc ça, c'est quelque chose qui, même au début déjà de votre étude, pas juste à la fin. Comme je l'ai déjà dit, ça peut vous aider aussi de trouver, d'aider, de mobiliser les personnes, de participer dans votre recherche. Et aussi de trouver une bonne façon de faire une communication de la recherche à la fin, pendant le temps de la recherche est amenée. Un exemple ici, par exemple, la maladie du chêne. C'est une maladie où les personnes ont du mal de bouger, ils sont souvent dans un fauteuil roulant. Après, ils ont besoin d'une aide. Après, pour toute la journée, quelqu'un qui s'occupe d'eux parce qu'ils ont du mal de s'occuper d'eux-mêmes à cause de leur maladie. Donc, il y a eu une recherche qui a eu beaucoup de succès parce qu'ils ont réussi que les personnes qui ont cette maladie, cette dystrophie, ils ont pu se tenir debout pour un certain temps. Donc, c'était quelque chose qui était impressionnant. Par contre, le feedback des patients a été bon, c'est super, mais j'ai besoin quand même d'une personne qui s'occupe de moi toute la journée. Pourquoi vous n'avez pas fait une recherche pour que je peux me déplacer avec mes mains,
je peux utiliser mieux mes mains pour, par exemple, manger, pour me déplacer. Comme ça, je peux donner à la personne qui s'occupe de moi 30 minutes pour qu'elle puisse faire autre chose. Donc, donnez-moi plus d'indépendance. Si je suis debout pour 5 minutes, ça ne change pas quelque chose pour ma vie quotidienne. Donc là, c'était par exemple une recherche qui aurait pu être, qui aurait pu avoir peut-être un autre focus et de la vue d'un patient, elle n'était pas très utile pour la vie quotidienne de ce patient. Et il y a d'autres exemples, mais ça c'était juste pour vous donner une impression. Après, je pense assez aussi dans votre pour quelque chose qui se développe le plus en plus et qui peut être peut-être important ou intéressant pour vous, comment on peut aller mieux amener peut-être cette collaboration publique-privée. Il y a ça peut se réaliser par exemple sur les plateformes qui existent déjà, et je pense à l'IGR, j'ai cru comprendre, il y a déjà ces approches, mais je ne suis pas très experte là-dessus, de créer des plateformes où les chercheurs, les cliniciens et les personnes du privé travaillent directement ensemble dans une forme de plateforme, oui. Je pense qu'il y a le projet Passerelle, par exemple, qui est amené par le CEA, qui est en préparation ou qui a aussi cette idée. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être très utile aussi si on pense vers un accès vers le marché. Créer des plateformes où les chercheurs, les cliniciens et les personnes du privé travaillent depuis le début ensemble déjà pour développer une recherche qui a ce potentiel d'aller vers le marché après. Moi, personnellement, je pense aussi pour éviter que beaucoup de recherches simplement vendues à l'industrie et perdues parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes ou plus intéressantes. Je pense qu'il y a aussi des moyens peut-être de mieux de faire un training pour les chercheurs pour avoir pour mieux comprendre cette notion, comment je peux amener ma recherche vers le marché. Donc d'avoir un peu plus des compétences des compétences aux chercheurs, aussi de faire ce pas d'une découverte vers l'accès au marché. Et je pense que tout ce que j'ai dit là, c'est simplement une bonne pratique pour faire la recherche professionnelle. Donc, qui nécessite que pendant votre recherche, vous avez des bons réflexes de faire des lessons learned régulièrement, de regarder est-ce que je suis dans le contexte, est-ce que j'ai bien compris le medical need de mon patient, est-ce que mes données sont solides, est-ce que j'utilise le bon setting clinique, le bon modèle clinique, et est-ce que j'ai respecté tout ce qui est réglementation. Prenez le temps, je sais que c'est très compliqué d'intégrer tout ça dans une recherche, mais je pense que la chose qui ici, c'est important de comprendre, c'est pas à une personne de faire ça. L'idée est vraiment de mettre des experts différents dans un projet et chacun vient avec son propre expérience pour avancer la recherche dans la bonne direction. Et ça, c'est la chose qu'on essaie nous, à l'ALER, on essaie de donner un support avec d'autres agences de financement dans cette programme de financement qui s'appelle ERA-Permed, qui est un ERANET pour financer les projets en médecine personnalisée. Donc, il y a plusieurs agences qui participent. Je pense qu'on est 23 pays et plus que 32 partenaires, agences de financement qui participent dedans. De la France, c'est l'ANR.
Et par exemple, la chose qu'on essaie d'installer sont des projets de recherche avec des experts différents dans un projet de recherche. Ça semble un peu complexe et j'assume que c'est peut-être un peu complexe à comprendre au début quand on voit les appels à projets, mais on travaille avec des modules, par exemple, différents. On a 3 domaines de recherche, préclinique, clinique, tout ce qui est autour de data et aussi tout ce qui est le module 3 qui implique tout ce qui est éthique, des questions légales et aussi tout ce qui est autour de training et comment je peux bien intégrer un patient et un citoyen dans un projet de recherche. Et la chose qu'on demande est d'intégrer toutes ces 3 expertises autour d'un sujet dans ces projets de recherche, de développer des work packages séparés pour être vraiment sûr que vous allez réfléchir à avoir vraiment, par exemple, quelqu'un d'éthique qui participe, vraiment quelqu'un qui est expert des données. Donc, et bien sûr, tout ce qui est recherche, on va dire fondamentale, plus préclinique, plus clinique, pour avoir vraiment cet aspect multidisciplinaire dans les projets. Donc, qui inclut, comme je dis, académique, clinique, privé. On vous conseille aussi, par exemple, de ne pas oublier des patients, de les intégrer depuis le début, mais aussi de faire les premières connexions avec tout ce qui est regulatory et HTA. Bien sûr, on est un peu limité dans ce programme en termes de type de patients on peut financer. Donc ça, c'est tout le temps un peu des soucis, c'est les premières 3 catégories. Mais l'idée est vraiment de ERA-Permed, avec cette construction, de vous donner déjà les bons outils à la main pour développer des approches en médecine personnalisée qui ont un potentiel vraiment d'aller vers une implémentation après. Et pour aider aussi dans cette implémentation, il y a cette plateforme plutôt stratégique qui est ERA-Permed, où on essaie d'aller faire le pont, the bridge, j'espère que c'est correct en français, vers vraiment aussi une implémentation. Donc, où on regarde quelle recherche a été faite, c'est quoi les nouvelles approches en médecine personnalisée et qu'est-ce qu'on peut faire pour les communiquer et pour aller vers une implémentation dans un système de soins. Et pas juste au niveau des régions et nationales, mais aussi européennes. Donc ici, on est aussi une plateforme de communication où on essaie de développer les papiers de stratégie, des plans d'action pour une implémentation dans les régions, dans les pays qui participent, mais aussi pour avancer, si possible, des nouvelles réglementations dans cette thématique au niveau européen. Et aussi pour nous, on est dans la même situation que vous, on essaie d'intégrer toutes les perspectives différentes des chercheurs, des cliniciens, etc. Bien sûr aussi du patient, les dons, pour avoir aussi des recommandations qui sont prêtes pour une implémentation dans les systèmes de soins différents dans les pays différents. Donc, on est dans la même situation. Donc, c'est la raison, on a les mêmes questions qu'on se pose tout le temps. Donc, pour nous, cette implementation research, c'est le point central autour qu'on tourne tous les jours dans notre travail dans ERA-Permed et ERA-Permed. Et je suis à la fin de ma présentation, j'espère que je suis restée dans le temps. C'est un peu tout ce que Nick n'a pas pu parler avant parce que je pense qu'il a eu pas mal des aspects plutôt encore plus généraux, mais j'espère que j'ai pu vous donner un peu notre perspective et surtout aussi comment on fait et quelles sont nos clés qu'on a trouvées pour aller vers une implémentation de nos approches aussi développées au sein de ERA-Permed et ERA-Permed.